Ce qu'il faut rappeler tout d'abord, c'est que les combats qui ont lieu depuis plus d'une semaine, depuis le 15 avril, opposent deux forces armées. D'un côté, l'armée nationale dirigée par le général Al-Burhan et les forces de soutien rapide contrôlées par Mohamed Hamdan Daglo. Les forces de soutien rapide étant une force supplétive de l'armée soudanaise qui a été créée par le haut commandement militaire et les services de sécurité au début des années 2000 pour combattre les mouvements armés du Darfour qui contestaient l'autorité du gouvernement central à l'époque. Et donc, ces forces de soutien rapide ont été institutionnalisées au début des années 2010. Et elles ont été aussi connues avant cette institutionnalisation sous le nom des Janjaweed. Et donc, cette force paramilitaire est accusée d'avoir commis des atrocités au Darfour sur les civils depuis cette période. Et donc, l'explosion de violence qui est survenue le 15 avril, alors on peut effectivement déjà, il y a deux choses, on peut identifier certaines causes immédiates et des causes qui renvoient à des logiques de plus long terme. Donc, ce qui serait des causes immédiates, eh bien, ces combats surviennent d'abord à la suite de tensions extrêmes qui ont accompagné les discussions qui étaient censées accompagner en fait l'application concrète de l'accord cadre, l'accord dit cadre, signé le 5 octobre 2022, donc le 5 décembre 2022, le 5 décembre dernier, et qui devait mettre fin à la crise politique provoquée par le coup d'État du 25 octobre 2021, où à ce moment-là, au contraire de s'opposer, le général Al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo s'étaient alliés pour renverser le gouvernement civil de transition de Abdallah Hamdok. Ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que cet accord a été très critiqué par nombre d'acteurs politiques d'opposition qui demandaient à ce que les militaires ne soient plus mis au centre des négociations politiques pour la transition vers un gouvernement civil. Et nombre d'acteurs politiques d'opposition soulignaient aussi les pressions internationales, notamment occidentales, pour considérer ces acteurs militaires comme étant des acteurs de dialogue crédibles. Ce qu'on voit bien, alors même qu'ils s'étaient sentis totalement trahis en fait, par le coup d'État du 25 octobre 2021. Et d'ailleurs, les coordinations à la fois régionales, mais aussi la coordination nationale des comités de résistance, qui ont été des acteurs absolument centraux de la révolution de 2018-2019, avaient largement alerté sur les dangers que posait et les problématiques que posait cet accord. Et un des points notamment qui a vraiment, on va dire, cristallisé les tensions entre les deux acteurs militaires, Al-Burhan et Hamdan Daglo, c'est notamment cet accord prévoyait l'intégration des forces de soutien rapide au sein de l'armée nationale. Et c'est ce qui a créé ces derniers. Donc, c'était notamment le dernier atelier qui devait avoir lieu, donc qui était une discussion sur concrètement comment intégrer ces forces, qui a largement nourri ces tensions. Et donc, d'un côté, l'armée nationale avait de grandes réticences, pour ne pas dire une grande animosité vis-à-vis des forces de soutien rapide, qui ne sont pas construites sur les mêmes bases corporatistes. Les rangs ne sont pas du tout distribués de la même manière, les salaires ne sont pas les mêmes, etc. Et l'intégration des forces de soutien rapide au sein de l'armée nationale était aussi synonyme d'une perte d'autonomie pour Mohamed Hamdan Daglo et une perte aussi d'une certaine manière de ses revenus économiques qu'il a développés. On a beaucoup commenté son implication dans l'exploitation aurifère, mais on peut aussi mentionner des investissements dans plein d'autres secteurs économiques. En fait, le conflit est très loin d'être limité à la capitale uniquement. D'ailleurs, il est dès le départ, dès le début des combats, il y a des combats au Darfour, majoritairement, à El Fasher, à Niala, à Djenena,
Donc voilà, c'est un conflit qui finalement, on se concentre sur la capitale, mais il y a bien d'autres régions qui sont touchées. Il y a également El Obeid, qui est une grande ville du sud-ouest, de l'ouest, hein, une grande ville de l'ouest, pardon, qui a subi de graves combats et visiblement, il y a de nombreuses victimes civiles. On a du mal encore à avoir des informations précises, malgré le travail absolument incroyable des journalistes sur place qui documentent ces violences. Et d'une certaine manière, on peut dire que finalement, cette attention sur la capitale est aussi à la mesure d'une forme de surprise. Finalement, beaucoup de gens ne croyaient pas qu'un tel conflit avec de tels niveaux de violence pouvait avoir lieu dans la capitale, alors même qu'il y a eu d'autres épisodes dans l'histoire récente du Soudan de grandes violences dans la capitale. On peut mentionner par exemple les événements qui ont eu lieu après, en fait, à la suite de la mort de Djangarang au milieu des années 2000. Et en 2008, par exemple, l'attaque de la capitale par le mouvement armé, le mouvement de la justice et de l'égalité, qui est un des principaux mouvements armés du Darfour, qui était arrivé vraiment aux portes de Khartoum et qui avait pris une partie d'Omdurman. Donc voilà, il y a des précédents, mais c'est vrai que ce niveau de violence est assez inédit dans la capitale. Et ce que ça montre, à mon sens, c'est ce que représente Khartoum politiquement. Un groupe qui a une prétention à une domination à l'échelle nationale se doit de prendre le contrôle de Khartoum. Et on voit d'ailleurs que les combats sont très concentrés autour des infrastructures et des institutions très symboliques, parce que Khartoum a une forte charge symbolique. Voilà, donc les combats sont concentrés autour des quartiers généraux de l'armée, les attaques ont lieu autour des casernes, etc. S'il y a bien une guerre, cette guerre, elle oppose tout d'abord deux forces armées. Et on a vraiment été enfin voilà, énormément de voix se sont élevées parmi les civils, parmi les acteurs politiques d'opposition pour ne pas prendre parti. Donc, ce n'est pas une guerre qui impliquerait de manière massive pour le moment les civils, bien qu'on ait pu effectivement voir dans certaines villes, dans certains quartiers même du Grand Khartoum, des habitants assurer la sécurité de leur quartier à l'échelle très locale pour éviter les pillages, pour se protéger soi-même, etc. Mais pour le moment, nous n'avons pas du tout de mouvement massif d'engagement de civils qui prendraient les armes. Au contraire, on a plutôt été en mesure de voir, de remarquer l'engagement de civils pour effectivement faire cesser les hostilités. Et d'ailleurs, au Darfour, à El Fasher, à Niala, ont été obtenus des cessez-le-feu par l'intermédiaire de comités dits civils, rassemblant des notables, des chefs religieux, parfois quelques fonctionnaires, pour justement négocier de manière très locale des cessez-le-feu et que cessent les combats extrêmement violents. Ceci étant dit, je pense que c'est très important aussi de rappeler que la société civile, dans son ensemble, a été d'une certaine manière marginalisée, notamment depuis le coup d'État de 2021, et mis un peu au banc des discussions qui allaient mettre les bases, en fait, construire les bases d'un Soudan démocratique. Et c'est assez frappant de voir à quel point aujourd'hui la société, et notamment tout ce qui a été fait depuis 2018-2019, autour de la mobilisation à l'échelle locale par les comités de résistance, en termes de fourniture de services, d'urgence surtout. On a vu des comités de résistance ouvrir des salles d'urgence pour venir, alors rassemblant voilà, des personnes en capacité de donner les premiers soins, étant donné en fait l'effondrement du système hospitalier. On a aussi des comités de résistance qui organisent des évacuations de civils. On a vu aussi à certains moments également des expatriés en fait, se faire évacuer par certains comités de résistance. Donc, on a une force d'organisation extrêmement puissante et c'est à la fois
extrêmement paradoxal de voir à quel point ces acteurs très centraux ont été marginalisés depuis plusieurs mois, voire 2 ans. Il faut également rappeler qu'il y a une tradition politique tout au cours du XXe siècle, tout au long du XXe siècle au Soudan, d'organisation par la base. Donc voilà, les comités de résistance ne sortent pas non plus de nulle part. Ça vient après un long travail de mobilisation et on peut en voir effectivement les racines historiques à d'autres moments de l'histoire contemporaine du Soudan. Et je pense que c'est aussi très important de rappeler qu'au-delà des actions très concrètes, on a aussi des comités de résistance qui ont fait des propositions de chartes révolutionnaires afin de donner le pouvoir aux civils dans la lignée de cette tradition vraiment d'organisation politique par la base et aussi corporatiste, qui se veut transcender en fait finalement les affiliations partisanes. Donc voilà, pour répondre très concrètement à votre question, la société civile, les acteurs civils, politiques sont très loin d'être immobiles malgré la violence de cette déflagration. C'est une question assez complexe et il y a plusieurs dimensions sur lesquelles s'arrêter. Alors effectivement, il peut exister un sentiment d'attachement à l'armée en tant qu'institution qui représenterait finalement la nation soudanaise. Et ce sentiment, en fait, il est lié à l'histoire de l'armée soudanaise elle-même, qui s'inscrit dans une histoire encore plus large du mouvement nationaliste et anticolonial. Et donc, effectivement, on peut avoir des expressions de soutien à l'armée, sentiment d'ailleurs que l'état-major instrumentalise à grands coups de propagande depuis en fait des mois, pour renforcer justement des expressions de loyauté en faveur de l'armée. Ceci étant dit, ce sentiment d'attachement à l'armée en tant qu'institution étatique qui représenterait la nation soudanaise cohabite simultanément avec un sentiment et une opinion largement partagée au sein de la société de réelle détestation envers le haut commandement militaire qu'El Burhan incarne en premier lieu, alors avec d'autres comme Shams ad-Din Kabashi par exemple. D'autant plus que Burhan représente vraiment la génération qui a porté au pouvoir les frères musulmans en 89, qui sont tenus pour responsables en fait de l'effondrement politique du pays. Et il fait vraiment partie de cette génération qui s'est largement accommodée de la domination des islamistes et qui en a même tiré finalement profit pour s'enrichir. Donc voilà, il faut faire vraiment très très attention et être très prudent aux généralisations et vraiment remettre de la complexité dans la lecture de sentiments qui peuvent être contradictoires. Il faut bien distinguer ce que représente l'armée dans les imaginaires politiques et le refus clair et incessant exprimé depuis 2009 d'un retour au pouvoir des militaires. Donc voilà. Et ce sentiment en plus d'attachement, il faudrait aussi à cela rajouter une nuance encore. Ce sentiment d'attachement à l'institution militaire, il est plus fort à Khartoum et dans les régions du Nord qu'ailleurs, où l'armée est aussi accusée d'exactions et de bombardements acharnés des populations civiles au Darfour et dans les monts Nouba. Pour ce qui est des Métis, de Mohamed Hamdan Daglo, ça fait aussi des mois qu'il tente de réhabiliter son image et il a multiplié d'ailleurs les dépenses de communication et en propagande pour se faire passer comme un acteur qui pourrait négocier une transition démocratique et faire oublier au passage son implication dans les massacres commis au Darfour par ses troupes, par les forces de soutien rapide, mais aussi faire oublier son rôle actif dans le massacre d'El Riada du 3 juin 2019. Donc, El Riada, qui est finalement le sit-in, en fait, qui a émergé suite à l'occupation en face des quartiers généraux de l'armée, débuté au moment de la destitution en avril 2019 d'Omar El-Béchir.
Alors, ce qu'il faut rappeler en premier lieu, c'est que cette dichotomie, elle est fondée sur des catégories raciales qui ont une histoire, et une histoire forgée par la colonisation britannique, qui a fondé en fait des modes d'exercice du pouvoir, de gouverner les sociétés sur des distinctions et des hiérarchies raciales. Donc cette dichotomie est largement forgée finalement par l'histoire coloniale du Soudan. Ces dichotomies, ces catégorisations raciales ont été réactivées par la suite par les élites soudanaises au moment de l'indépendance et avant, et également avant, et on va dire à partir des années 20, pour maintenir la domination de certains groupes sociaux, notamment originaires de la vallée du Nil, maintenir leur domination politique et économique sur d'autres groupes qui venaient menacer leur hégémonie politique. Alors, ces catégorisations, elles ont été également instrumentalisées largement par le régime d'Omar el-Béchir, qui a instrumentalisé l'identité arabe et la référence à l'islam comme un discours mobilisateur pour mener la guerre au Sud-Soudan, au Darfour et dans les Monts Nouba. Donc voilà, on a vraiment ces catégories arabe, africain, arabité, africanité, sont des catégories construites, mais qui n'en ont pas moins un réel effet dans la réalité, en étant vraiment à la base du pouvoir étatique, notamment dans l'administration des sociétés et aussi dans une manière de faire la guerre. Ceci étant dit, pour également approfondir et être encore plus précis, il faut également dire que la figure du Janjaweed, que peut incarner Mohamed Hamdan Daglo, occupe une position très ambiguë dans la complexité de ces hiérarchies, puisque donc les bases du recrutement des forces de soutien rapide ont été, du moins au départ, basées sur la mobilisation d'un discours et de groupes désignés comme arabes, et qui pouvaient effectivement aussi eux-mêmes s'identifier de ce référent par le régime d'Omar el-Béchir au début de la guerre du Darfour. Mais c'est cette position-là qu'occupent symboliquement et aussi matériellement les forces de soutien rapide et qu'incarne Hemeti, elle est aussi très ambiguë parce qu'elle n'est pas liée à un groupe dominant la scène nationale politiquement. Mohamed Hamdan Daglo ne fait pas partie des groupes originaires de la vallée du Nil. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui lui est sans cesse rappelé. On a pu voir parfois des discours très violents à son encontre, le ramenant à son origine sociale considérée comme subalterne, faisant toujours référence au commerce dans lequel il était à un moment investi, le commerce de chameaux, de bétail. Donc on voit voilà, cette association entre commerce d'animaux, entre population venant de l'ouest, du Darfour, étant utilisée finalement pour inférioriser des groupes, notamment le groupe auquel il est assigné. Et donc, on voit bien la complexité de ces hiérarchies. On peut être identifié et désigné comme arabe, mais ne pas occuper pour autant une position de domination, en tout cas claire. Et donc, c'est ça qui est très complexe justement à lire. Et encore une fois, remettre de la complexité et réhistoriciser ces catégories pour bien comprendre à quoi elles font référence et comment elles sont instrumentalisées dans le contexte soudanais.